Bonjour, on va aujourd'hui reprendre la préparation du kit d'initiation du dragon de la flèche de givre, donc de Donjons et Dragons. Aujourd'hui, on est sur les dernières aventures avancées proposées en quête au village. Donc là, j'en ai plus que deux à faire, à savoir la quête du manoir du bois et la quête du tumulus du dragon, qui sont plus longs et plus complexes. Donc au même titre que la forteresse d'Exholm, qui a une ambiance et des particularités de maîtrise qui peuvent être très intéressantes, là on va avoir deux aventures sympathiques, j'ai envie de dire. Elles sont même plutôt très agréables à faire, je pense. Donc on va avoir le manoir du bois, qui est en deux parties, donc c'est ça, par ça qu'on va commencer. Et après on fera le tumulus du dragon, qui est beaucoup plus court, mais qui peut se révéler bien plus difficile en fonction du groupe et surtout des lanceurs de sorts du groupe, en vérité. Le manoir du bois est donc en deux parties. La quête est assez simple. Un garde-chasse nommé Falcon, que les PJ ont potentiellement déjà rencontré. Son pavillon de chasse est une localisation que l'on peut atteindre par accident dans la forêt quand on se perd, ou si dans une aventure précédente, les PJ ont pour une raison ou une autre perdu connaissance de la forêt, il est possible qu'ils aient été retrouvés par Falcon et qu'ils se soient déjà réveillés chez lui, et donc qu'ils le connaissent déjà. Donc ce dénommé Falcon, en fait, a un énorme problème avec son nouveau voisinage, à savoir des orques dirigés par des sorciers maléfiques. Il sait où se sont installés les orques, il parle d'un manoir où ils se seraient installés, il demande donc à ce qu'on vienne l'assister afin de déloger les orques. En gros, ce qu'il voudrait, c'est que des gens aillent au manoir et virent les orques à grands coups d'épée, de manière à ce qu'ils ne soient plus embêtés par leur présence dans sa forêt. Il proposera une récompense tout à fait honnête à quiconque accomplira cette mission. Bien que la récompense est dérisoire par rapport à ce qu'on trouve dans la mission, il s'avère qu'il propose une paire de bottes elfiques. C'est un objet qui peut avoir déjà suffisamment de poids pour attirer l'avidité de vos victimes. Falcon va se montrer extrêmement amical, mais bien plus encore si les PJ ont déjà discuté avec les gens du village et se sont renseignés à son sujet ou l'ont déjà rencontré, et lui ramène une bouteille de vin pour ouvrir la conversation, car Falcon est extrêmement appréciateur de vin et se montre tout de suite plus sympathique et plus ouvert si on lui amène son alcool préféré. Il vit dans son pavillon de chasse en compagnie de ses servants. Là, ça peut être aussi intéressant en termes d'interprétation, puisqu'on a Corvin, cuisinier, qui va être un type blasé, donc ça peut être marrant à interpréter, qui en fait se chamaille avec Falcon justement parce que celui-ci affiche des trophées de têtes d'orques découpées un peu partout chez lui pour signaler aux orques environnants qu'il ne veut pas qu'ils se pointent sur son territoire. Et il a également Pell, un palefrenier qui a la particularité d'être muet, et ça peut être intéressant en termes d'interprétation si par exemple vos victimes ont des chevaux dont ils ont besoin qu'on s'en occupe et tout. L'interaction peut être intéressante à jouer pour voir comment vous feriez pour gérer une conversation où vous ne pouvez pas communiquer concrètement directement parlant. Alors des personnages intelligents sortiraient une feuille et un crayon. Des personnages qui se sentent dans leur jeu d'acteur vont peut-être aussi tenter de se lancer dans du mimétisme ou quelque chose comme ça. Ça peut être une occasion de jouer une scène intéressante. Le pavillon de chasse, après, est anecdotique, sauf une fois la quête terminée. Lorsque les PJ auront nettoyé le manoir, le lendemain, le pavillon de chasse sera attaqué avec force et fracas, et si les PJ ne sont pas plus présents, Falcon et ses serviteurs s'enfuiront et gagneront Fandaline. J'en reviendrai dessus une fois que j'aurai expliqué le manoir du bois, mais concrètement parlant, vous avez là une menace extrêmement intéressante. En lendemain d'aventure, les personnages sont déjà épuisés, ils reviennent et ils se refont attaquer par quelque chose encore pire. Ça peut être sympa à jouer. Une fois que vos victimes ont accepté donc la quête de Falcon, niveau négociation, il va pas trop négocier sur le point de vue pécunier, mais éventuellement, si vous avez des PJ qui sont soit très insistants, soit qui ont vraiment bien sympathisé avec eux, il peut leur dire, bah écoutez, moi j'ai tout un tas d'armes et d'armures orques, si vous voulez, je vous en fais un baluchon et puis je vous l'enverrai au village. Ça peut être une manière de dire, voilà, moi j'ai pas d'argent sur moi, mais si je vous file tout ça, vous pourrez aller les vendre en ville plus tard et vous faire de l'argent. Ça peut être une forme de négociation.
Comme ça permet de rajouter des objets autres que les bottes elfiques. Ou alors, une fois de plus, si vous êtes dans l'objectif de poursuivre la campagne après avec votre propre histoire, il y a un point qui est assez intéressant avec Falcon, c'est qu'il est guide forestier pour nobles. Et donc, il peut servir d'entremetteur à un groupe de joueurs qui auraient besoin de rencontrer du noble par la suite. Donc effectivement, une fois la campagne terminée, peut-être qu'il pourrait faire une lettre d'introduction à vos victimes pour une autorité locale qui habiterait par exemple à Pas d'Hiver. C'est une manière d'exploiter ce personnage et d'offrir une récompense supplémentaire sans qu'elle soit abusive sur le plan pécunier. Et donc lui, ce qu'il s'engage à offrir, c'est donc la paire de bottes elfiques. Mais il ne la donne pas tout de suite. En négociation, il n'est pas con, c'est un personnage qui est extrêmement chevronné, bien plus que les PJ. Tant que le travail n'est pas fait, il ne donnera pas la récompense. Il indiquera le chemin du manoir du bois à vos victimes, et ces dernières n'auront plus qu'à se rendre sur place. Le manoir du bois est extrêmement intéressant comme lieu. Au même titre que la forteresse d'Exholm, en fait, il a une ambiance propre, bien différente. On va être dans un lieu en fait en abandon total, dans de l'urbex film d'horreur à bas budget, dans la mesure où la menace ça va être des sangliers et des hommes fougères. C'est assez amusant. La manière dont on peut amener à décrire tout ça, ça peut être assez drôle, ou alors le faire carrément flippant dans la mesure où en fait on est sur de la menace invisible permanente. Il va y avoir plusieurs menaces qui vont être présentes et qui vont débarquer à différents moments dans ce manoir. Donc déjà, autour du manoir, on a un piège à con, littéralement, et des petites bestioles sympathiques. En piège à con de manière efficace, on a des carrés de citrouille magiques dans lesquels on peut trouver un paquet de graines. Et en fait, si les PJ en mangent, ça leur redonne des PV, des points de vie. Mais s'ils en mangent trop, ils sont empoisonnés. C'est un peu un piège à con. Et il y a dans ces carrés de citrouille des sangliers qui vont charger les PJ et des anachorètes de Talos qu'on avait déjà vu avant, des sortes de sorciers demi-orques métamorphes assez dangereux en vrai. J'avais pas fait gaffe, mais ils ont un sort de gros bourrins qu'ils ne peuvent utiliser qu'une seule fois par jour, certes, mais ils peuvent quand même chacun lancer le sort éclair qui balance 8d6 dans la tronche de tous ceux qui se le prennent, et ils sont nombreux. Donc les PJ vont devoir soit se reposer régulièrement, soit abuser de leur sort de soin, soit être extrêmement réactifs face à la menace et les empêcher de lancer leur sort. Parce que si les éclairs partent, alors déjà ça fait un barouf de dingue, mais en plus ça fait extrêmement mal. Ce qui peut être une manière violente de faire une entrée en matière. En explorant le manoir, on va avoir des créatures assez intéressantes, des espèces de créatures magiques comme plantes invoqués par les anachorètes, qui sont des nielleux et des liereux, qui ont la possibilité en fait de se dissimuler et de se faire passer pour des plantes. Et tant qu'ils ne bougent pas, il est impossible, peu importe les moyens employés, de les distinguer d'une plante normale. Ce qui fait qu'on peut les faire surgir au moment opportun pour, par exemple, saisir un personnage isolé et le tabasser dans une pièce à part, ou pour faire une attaque surprise avec chaque personnage se fait attaquer en même temps par un monstre différent. Enfin, il peut y avoir tout un tas de ressorts de manières d'utiliser autres que ce qui est proposé de base dans le livre. Ces monstres-là qui sont les gardiens du manoir. Donc techniquement parlant, ils ont pour ordre de garder le manoir et ils vont peut-être improviser sur la manière dont ils vont le garder, ce manoir. Ça peut être un moyen de réfléchir à comment ces créatures ont pu être placées, comment elles vont pouvoir agir, en se basant bien sûr sur leurs facultés intellectuelles et autres pour pas abuser. Ils ont une intelligence suffisante pour faire des plans, mais pas des plans élaborés. On est à 5 et à 4. Autrement dit, ils pensent, mais ils pensent pas bien loin, quoi. Mais par contre, ils peuvent largement exploiter le côté je me cache et quand quelque chose passe seul, j'attaque. Donc on va avoir ça comme menace. On va retrouver nos bonnes vieilles striges du manoir d'Exholm qui ont la faculté de se coller au PJ et de leur sucer le sang jusqu'à la moelle. Et bien sûr, on va avoir une petite flopée d'orques histoire de mettre des grands coups d'épée et faire mal de manière simple mais efficace. Donc le manoir, pour y accéder, il va falloir faire preuve de soit brutalité, soit dextérité, soit en escalade et on passe par une fenêtre, un balcon, soit on donne des grands coups d'épée dans les lierres pour dégager une entrée. Ça va être au bon vouloir des joueurs. Après, on est en mode urbex, donc on est dans l'avantage de pouvoir pénaliser ou avantager des personnages selon leur méthode. Le bois pourri, on peut passer à travers le plancher,
si on donne un grand coup dans une porte, on peut se prendre la poutre sur la tête. On peut avoir ce genre d'incident pour inciter au calme. De plus, et c'est bien précisé, s'il y a du grand bruit dans la cour, toutes les créatures proches vont fondre sur le point de bruit. Alors, des personnages qui vont faire preuve de ruse, vont justement se dire on va faire beaucoup de bruit de ce côté-là pour attirer un maximum de monde, et nous faufilons par un autre côté, donc ça peut être intéressant. Ils font un mécanisme à base de cloches ou que sais-je pour faire du bruit et attirer les monstres vers l'extérieur alors que se faufilent à l'intérieur. Ça peut être aussi une source d'ennui si justement ils défoncent la porte et il y a tout qui leur tombe sur le coin du nez, mais bon, ça c'est un choix qu'ils devront assumer, quoi. On est quand même sur, à un moment donné, assumer les conséquences de ces choix. Il va y avoir une exploration du manoir. Donc une fois de plus, on a la carte complète des lieux. C'est un petit bâtiment, mais il y a pas mal de pièces à voir. À titre personnel, je trouve qu'il est assez bien pensé par rapport à d'autres bâtiments. Au moins, c'est assez simple à reproduire en plan sur papier. Ça, c'est assez facile à dessiner. Vu que c'est un bâtiment, il y a une pièce ronde, mais c'est pas gênant. Et après, il y a un agencement qui est plutôt logique, donc assez facile pour en dessiner la structure et la faire comprendre à ses joueurs. Il y aura pas mal d'objets à trouver en vérité là-dedans d'ailleurs, ça c'est intéressant, dû au fait que on est dans l'ancien manoir d'une sorcière qui a laissé là-dedans quelques objets qui peuvent être découverts si les personnages, là donc en fait il va y avoir de la fouille, de l'observation, de la déduction, de la chance clairement, mais en fait en vadrouillant dans le manoir, par exemple après l'avoir nettoyé, pendant qu'ils le nettoient, les PJ vont pouvoir découvrir tout un tas de portes secrètes, de choses comme ça qui sont assez intéressantes à tester. Comment se déroule l'exploration du manoir? De manière très simple, il y a un demi-orc nommé Granok, qui est un anachorète de Talos, un sorcier donc de base assez dangereux, qui en fait se sert de ce lieu comme base et a plutôt bien renforcé les défenses du lieu. Donc il a ses gardes qui peuvent intervenir, donc des autres anachorètes, des orcs, des nielleux, des niéreux, des résineux, des sangliers. Donc en gros il y a une véritable baston général qui peut se déclencher là-dedans. Et une fois que tout a été nettoyé, après le lieu, il est plutôt peu dangereux. On peut même imaginer qu'à partir du moment où ce Granok est terrassé et ses sbires repoussés, les autres vont commencer à s'enfuir plutôt qu'à essayer de combattre parce que quand c'est perdu quoi. Le lieu a des éléments d'ambiance que je vous invite vraiment à lire et à étudier, notamment des trucs du genre une tête d'Ankek suspendue au mur, ce genre de choses. Ça peut vous donner de l'inspiration pour décrire en fait un lieu qui est quand même censé être un peu inquiétant pour les PJ tout du long en fait, jusqu'à ce qu'ils rencontrent et affrontent Granok. Ça peut être un lieu où on peut les faire un peu flipper quand même. On va leur décrire des trucs, on se dit ouais mais si je tombe là-dessus en fait je suis dans le beau drap moi. Ça peut être intéressant de leur faire monter un peu de stress avant la bataille et de les pousser en fait à gaspiller leur sort à la moindre rencontre parce qu'ils vont flipper. Ils ont mis un piège aussi dans ce donjon. Il y a des escaliers qui sont piégés. Après, rien de bien méchant, si ce n'est en fait une trappe dérobée qui fait tomber sur des pics. Un personnage qui tombe dedans risque de souffrir sévèrement, mais après on est quand même sur une partie avancée avec des personnages qui sont censés être niveau 4-5. Donc ça a de quoi blesser un personnage ou de l'achever, mais pas de le menacer directement s'il arrive en étant fringant. C'est s'il est déjà amoché. Là ça peut être dangereux, ou si ils n'ont pas encore été repérés, il va tomber, il va gueuler, ça va attirer des monstres, lui il sera dans une fosse accroché à des pics, là c'est vraiment pas bon pour lui, mais en fait ça va être davantage un piège qui va soit servir d'alarme, soit servir à achever, mais pas à mettre en danger immédiat le groupe. En termes de trésors, par contre, enfin, on a un donjon où on est récompensé à la hauteur de nos efforts ici. Vraiment, ils vont morfler, ils vont vraiment prendre plein la tronche dans ce donjon. Ils vont vraiment souffrir, mais par contre, au fur et à mesure, ils vont récupérer des objets de plus en plus intéressants qui vont avoir une valeur finale pas négligeable. Alors,
Il y a un petit objet qui est un candélabre en argent qui ne vaut pas grand chose, mais bon, c'est déjà ça de prix. Ils ont une carte du bois de pas d'hiver. Alors déjà, ça c'est un objet qui est plutôt rare, mais en plus sur la carte, il y a la localisation du cercle du tonnerre, donc dernier bastion des anachorètes. Ils vont avoir ensuite 4 objets magiques, donc de la poussière de disparition, un bâton des champs d'oiseaux, une carte virevoltante et un sceptre inamovible, que des objets qui peuvent être très utiles par la suite dans l'aventure et qui peuvent même être utiles au fur et à mesure qu'ils les ramassent en fonction de la manière dont ils vont, de l'ordre dans lequel ils vont les trouver et de la manière dont ils vont se déplacer dans le donjon. L'aventure en elle-même, hors combat, est pas bien longue. Par contre, il y a vraiment beaucoup de monstres. D'ailleurs, en fonction de votre groupe, peut-être diminuer la quantité de monstres. De base, donc à l'entrée, à l'extérieur, on a déjà 6 sangliers et 3 anachorètes. Ça fait 3 lanceurs de sorts, plus 6 créatures qui sont quand même relativement costaudes. Ensuite, on a les nielleux qui vont être en général en nombre égal à celui du groupe ou plus. Les liereux, pareil. On a Granok qui sera accompagné de ses gardes du corps également nombreux. Là on est quand même à un sorcier avec 3 gardes par membre du groupe. Ça va très vite. En gros on va être potentiellement sur de la quarantaine de bestioles à dégager du manoir. Donc ça en fait de la baston en sachant qu'à partir du moment où on fait du bruit, il y en a d'autres qui radinent. Ça va être assez intense et sportif à gérer. Si ça vous gonfle qu'il y ait autant de combats, ne pas hésiter à en retirer, à diminuer les quantités, quitte à augmenter les points de vie de certains monstres pour en mettre moins. Ça peut être aussi une solution. L'exploration devrait durer 1h30, par contre la durée des combats peut être très variable en fonction de votre groupe, et là quand je dis du groupe, je parle vraiment de la manière dont les gens vont passer à discuter de leur stratégie, de comment ils vont se déplacer, tout ça, ça peut devenir très long. Là ça va être à vous, prévoyez une séance de 4 heures au moins pour ce donjon-là, je pense. Et là, je parle juste du manoir. Donc après, il y a le pavillon de chasse avant de partir et quand on revient. Il est possible de tout faire en une grosse séance de 4 heures si on sait gérer son rythme, mais il est aussi possible que vous ayez à découper en 2 ou 3 petites séances le scénario parce que on est quand même sur quelque chose avec des combats qui peuvent être longs. Ou très court, sur des coups critiques ça peut vraiment être très 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 bref. Là on est sur du donjon qui est extrêmement mortel, potentiellement mortel pour l'équipe. Si vous voulez pas tuer votre équipe, faut quand ils arrivent ils aient une solution pour être amenés à la vie ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a des chances pour qu'il y en ait un ou deux qui y passent quand même. Ne serait-ce que sur les sorts des anachorètes, là on est déjà sur, ils se prennent 3 éclairs dans la tronche, ils se prennent 24 D6 dans la tête en fait. Même s'ils réussissent leur jet de sauvegarde, on est quand même sur l'équivalent de 12 D6 dans les dents. Au niveau 5, c'est rapidement fatal quoi. Pensez à des solutions si vous ne voulez pas qu'il meure mais que vous voulez qu'il souffre. Et donc, quand le groupe aura fini de nettoyer le manoir, ils pourront retourner récupérer leur récompense au pavillon de chasse. Si ils y vont dans la foulée, c'est-à-dire en moins d'une journée, ils retournent sur place. Ils peuvent se reposer, puis retourner au pavillon de chasse par exemple. Alors dans ce cas-là, ils vont arriver au moment d'une attaque terrible. Les anachorètes du cercle du tonnerre envoient leurs bêtes sacrées et une vingtaine d'orques attaquer Falcon. Donc Gortok, le sanglier tonnerre, la bête sacrée assez vénère, on est sur une créature qui frappe très très fort et qui encaisse bien, qui débarque. Ils n'auront pas à se plaindre de la présence de Falcon le chasseur pour les aider, puisque celui-ci est un très bon combattant et pourra soit gérer la bête, soit gérer une bonne partie des orques à lui tout seul, ce qui permet au PJ de repousser la menace de justesse quoi, ça va être très difficile mais ça peut se faire, mais vraiment le combat va être mortel, extrêmement dur. Si les PJ arrivent en étant épuisés, ils vont se faire démolir. Et clairement, vaut mieux qu'ils aient un repos avant d'arriver sur place, parce que là, le sanglier, il est vraiment vénère. Gortok, il peut balancer des éclairs, quand il frappe, il fait au minimum 4d6 de dégâts, il fait 3 attaques par tour, enfin c'est un monstre. Mais donc, une fois cette aventure terminée, alors si les PJ arrivent après, ils prennent leur temps pour, ils finissent de nettoyer le manoir, ils se reposent une journée, ils prennent une journée entière pour fouiller complètement le manoir, ils se reposent et ils retournent
retournent au pavillon de chasse. Dans ce cas-là, quand ils arrivent, le pavillon de chasse a été dévasté et ils vont pouvoir trouver les traces du destrier de Falcon qui partent en direction de Phandaline où il aura trouvé refuge avec ses serviteurs parce qu'il n'affrontera pas la bête seule. Une fois tout ça terminé, bon bah là, on a une belle aventure avec en récompense plein d'objets magiques, des bons souvenirs d'un combat qui aura été dur, toujours ce mystère autour de ces orques cultistes qui font des choses étranges à base d'entrailles. Donc là, je vous ai épargné une description, mais concrètement parlant, quand ils arrivent, le demi-orque Granok est en train de faire un espèce de sacrifice rituel chelou autour d'un porc épic éventré. On est quand même sur des gens qui font des trucs bizarres depuis un petit moment, peut-être qu'ils vont vouloir aller enquêter dessus, même si c'est pas proposé par les quêtes. Ça dépend de votre groupe. On verra ça, donc les quêtes annexes, je ferai ça plus tard. Mais si jamais ils veulent tirer le fin mot de l'histoire, c'est trouvable dans les quêtes annexes. Donc ça, c'était la quête du manoir du bois. Ce qui est intéressant dedans, l'ambiance à décrire, la rencontre avec Falcon et ses acolytes qui peut être sympa à jouer. Après, on est sur du porte-monstre trésor une fois qu'on est au manoir. Hein. Donc le porte-monstre trésor, grosso modo, on n'a pas place à la discussion là-dedans. On a des adversaires qui ne discutent pas, négocient pas et ne sont là que pour le sang et les entrailles. Pas vraiment de dialogue en dehors des conversations entre vos victimes. Et il faut trouver littéralement les trésors, c'est-à-dire ils sont dissimulés tout ça. Donc on est vraiment sur de l'exploration de donjons très classique, mais dans une ambiance de manoir pourri avec le plancher qui grince et compagnie, donc c'est sympa à décrire et ça peut être aussi un scénario un peu défouloir avant d'en faire un peu plus posé justement, et ça peut être l'occasion après une aventure aussi haletante d'avoir une conversation au coin du feu avec les villageois pour expliquer ce qui s'est passé, tout ça. Après une partie comme ça peut être l'occasion pour un barde de briller en société en racontant les aventures de ses camarades et de faire gagner en réputation son équipe. Et enfin donc le dernier scénario, enfin la dernière quête qui apparaîtra sur le tableau d'annonce du village, sans doute celle qui va d'ailleurs le plus attirer les yeux des PJ quand elle va sortir, puisqu'elle fait partie du dernier lot de quêtes affichées, c'est celle du tumulus du dragon. Donc elle est courte, elle est très courte d'ailleurs, elle est simple, elle est efficace et elle a pour objectif de fournir au groupe une arme à même de démolir du dragon. Grosso modo, ce que va dire l'annonce qu'elles vont trouver les victimes, c'est qu'il y a très longtemps, la région avait déjà eu affaire à un problème de dragon, et un groupe de héros s'était levé pour l'affronter, et l'un d'entre eux portait une épée magique qui lui avait permis de porter le coup fatal à la bête. La récompense de la quête est littéralement l'arme qui est dans la tombe de ce héros. Alors déjà, là, c'est déjà juste ça, c'est intéressant. Parce qu'il peut y avoir, rien qu'avec ça, une énorme dispute entre les PJ. Il peut ne pas y en avoir du tout, mais il peut y en avoir une en fait sur est-ce qu'on va piller la tombe d'un héros d'antan. Là, la conversation peut être intéressante, notamment s'ils ont des philosophies différentes, que ce soit lié à des principes ou lié à des cultes, à ce genre de choses. Ils peuvent, par exemple, être en désaccord total quant à l'idée de récupérer l'arme d'un héros. Que faire dans ce cas-là? Les laisser discuter, tout simplement. Après tout, c'est eux qui choisissent s'ils prennent les quêtes ou pas. Si vous avez votre groupe de PJ qui, après s'être disputés, ont décidé que non, ils n'iraient pas profaner cette tombe, vous allez devoir tenir compte du fait que quand ils vont affronter le dragon, ils n'auront ni le collier à boule de feu, ni les pétus de dragon. Ils vont donc grave en chier. Et c'est pas grave. C'est pas gênant. C'est juste, ça va être plus dur. Il n'y a rien de dramatique à ce que ce soit plus dur. Si votre groupe décide d'aller récupérer l'épée, donc déjà, ce qu'on peut voir, la difficulté n'est pas immense. C'est du niveau 4. Et ouais, il faut bien être niveau 4 quand même pour s'en sortir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monstres, mais ils sont bien pénibles. On a affaire à des monstres pénibles. Même au niveau 6, en fait, en fonction de la composition de l'équipe, ça peut être une catastrophe totale ce qui se passe. On va y rencontrer un PNJ qui peut être intéressant aussi à interpréter, un centaure,
qui s'est réfugié à proximité du tumulus parce que les orques l'ont dégagé de chez lui et que comme il courait plus vite que des orques, il a pu s'enfuir. Il connaît bien la forêt, donc il pourra par la suite indiquer aux victimes des endroits où aller et comment s'y rendre, notamment le cercle du tonnerre où se sont installées les forces orques. Il peut clairement y guider les PJ. Le centaure a des caracs qui sont pas dégueux, c'est pas incroyable mais c'est pas mal en vrai, hein. Il peut se défendre, il sait se battre, c'est un archer et compagnie. S'il y a une bonne négociation entre Xanthe et vos victimes, il est possible qu'il les aide à attaquer le cercle du tonnerre, par exemple. Ce qui peut être un avantage, puisqu'il se retrouve avec un archer qui se déplace extrêmement vite en soutien, par exemple. Ce personnage peut être intéressant à interpréter, il est pacifiste, il a vraiment des intentions plutôt nobles, donc s'il n'a pas affaire à un groupe de demeurés, normalement, il y a une interaction intéressante qui se crée avec si vous m'aidez, je vous aide, moi j'ai vu ça, ce genre de choses. Une entente peut naître entre l'équipe et ce personnage très facilement, il est censé être là pour aider, mais après, comme c'est une créature étrange, peut-être que les joueurs vont avoir un comportement stupide qui va l'énerver. C'est à vous de juger ce qui lui convient et ce qui lui convient pas. Et une fois que donc, cette rencontre avec Xanthe est faite, je l'appellerai Xanthe, voilà, c'est décidé, il va y avoir l'exploration du tumulus en lui-même. Donc le tumulus, bien sûr, va abriter des catacombes. Donc là, on va avoir des choses mieux que chez les gnomes. C'est haut de plafond ici, donc déjà, un personnage qui a une grosse arme va pouvoir s'en servir sans être trop gêné. On est sur de la construction solide, bien faite, un éclairage pourri. Soit vos personnages voient dans le noir, soit ils ont de quoi s'éclairer, soit ils pourront rien faire. Là, concrètement parlant, s'ils rentrent là-dedans sans avoir la possibilité de s'éclairer ou de voir dans le noir, ils vont mourir. Vu les monstres qu'il y a, c'est handicap sur handicap, il y a un stade où ils peuvent pas rien faire, quoi. Il y a un descriptif, concrètement parlant, le tumulus, il a clairement la forme d'un dragon éclaté au sol. Il y a des raisons à ça. Mais voilà, l'aspect global du tumulus, c'est une colline en forme de dragon, donc c'est assez amusant, avec comme s'il y avait des os du dragon, ses épines dorsales qui sortaient du sol. La description qui est faite, allez, il n'y a qu'une seule petite description là pour toute l'aventure, contrairement à celle d'avant, mais par contre, elle suffit à se mettre dans l'ambiance assez facilement. L'entrée des catacombes est dissimulée, néanmoins assez facile à trouver, puisqu'il faut compter un test de perception à difficulté 10. Normalement, l'équipe va trouver l'entrée assez rapidement. Il va par contre falloir réussir un test d'athlétisme assez élevé. On est sur du 19 quand même pour déloger la pierre qui bouche l'entrée. Donc soit on a un personnage ou deux personnages costauds qui font ça d'un coup, soit ils vont perdre une heure. Voilà, vous leur faites pas faire 15 000 tests, ils ratent le test, vous dites bon bah du coup vous allez chercher des bâtons, des trucs comme ça, vous faites levier, ça vous prend du temps, la pierre est lourde, vous galérez à la faire rouler sur le côté, mais après une heure d'effort, vous avez réussi à déboucher l'entrée, et voilà, on fait pas 15 tests, on fait perdre du temps. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, il va y avoir deux dangers, les feux follets, des monstres pas très forts. On est sur du 20 points de vie. En fait, un personnage de niveau 5 qui les touche, il les dégomme. Mais par contre, ils ont des résistances sur plein de trucs. Ils sont intangibles, ils sont déjà morts et ils sont invisibles. Et là, on est sur de la saloperie. En fait, tant qu'ils n'agissent pas, les PJ ne savent même pas qu'ils sont présents. Ce qui fait qu'en fait, ils vont faire une attaque surprise, ce qui est extrêmement désagréable, et que s'ils mettent une victime à 0 point de vie, ils ont un pouvoir spécial pour la vampiriser et la tuer en un coup. Donc, danger extrême de ces petites créatures. Par contre, elles ont un comportement qui est que si elles sont trop blessées, elles vont se remettre invisibles et aller se cacher, jusqu'à ce que les PJ partent. Ça peut être intéressant si vous avez un clerc ou ce genre de choses qui va faire une aura sacrée qui va toutes les blesser, peut-être qu'elles vont toutes s'enfuir et que le combat va tourner court. Mais par contre, elles peuvent se présenter une très sérieuse menace de par leur défense et leur invisibilité et leur pouvoir de mise à mort. On a des pièges. Bon, faut être avec pour tomber dedans, mais on n'est jamais à l'abri d'un boulet. Si les PJ explorent tout, il est possible de trouver un destrier squelettique. C'est un cheval qui est mort, mais qui va automatiquement se lier avec la personne qui voudra le chevaucher. Cependant,
Vous avez peut-être un prêtre qui va dire repose en paix et qui va le faire tomber en poussière. Vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va crier à mort et lui mettre un coup d'épée dans la tronche. Auquel cas, la bête va se défendre. Ça a le profil d'un cheval, donc c'est pas bien costaud, mais suffisamment pour marquer au fer rouge un idiot. Avant de mourir, la bête peut blesser si jamais elle se fait agresser, mais à la base, cette créature, elle est là pour aider, elle est là pour devenir la monture d'un personnage. Ça peut même être l'occasion, une fois de plus, d'exploiter ça pour un personnage qui aurait un background de type paladin ou autre, de lui faire une espèce de monture divine, là de réfléchir à comment amener ça avec cette créature, si on fait une certaine quête, qu'on lui rend hommage je sais pas où, qu'on fait une prière à tel dieu je ne sais où, que la créature revienne sous son apparence mortelle ou en apparence céleste ou un truc comme ça, et en fait en faire une créature surnaturelle d'aide, ou au contraire si on a un personnage de type mort-vivant, que ça devienne son destrier sacré à lui, enfin ça peut être intéressant. Sur de la campagne longue exploitée après, cette créature peut devenir intéressante à utiliser. Maintenant, ça c'est libre à votre imagination et aux demandes de votre groupe. Donc après, il y a de la fouille à faire. Donc, il y a du piège, il y a des choses cachées, il faut avancer à la queue leu, il y a des trucs comme ça, il y a des contraintes, mais il n'y a pas vraiment de gros danger dans cet endroit. Et il va y avoir d'autres problèmes moraux. Il y a 2 sarcophages qui peuvent être pillés. Littéralement pillé. Le sarcophage d'un barde dans lequel on peut trouver un luth à illusion, un objet magique, et le sarcophage d'un mage dans lequel on peut récupérer un collier de boules de feu. Ce sont des objets qui peuvent se révéler indispensables pour terrasser le dragon, mais une fois de plus, là, il y a la question morale qui va se poser. Alors nous, à la base, on était venu récupérer les pétueuses de dragon. Déjà, on en a discuté pendant 2 heures, et vraiment, c'est parce que c'est l'arme qu'il nous faut pour tuer la bête, on va pas en plus profaner d'autres tombes. Ou alors, c'est sur notre chemin, c'est à nous. Enfin, faut toujours retoquer les personnages sur leur convictions, leur religion, leurs principes, tout ça, et les pousser à réfléchir aux conséquences de leurs actes, autant sur le plan direct, c'est-à-dire la manière dont ça va être perçu, pourquoi ils le font, tout ça, mais aussi s'ils ont une religion ou autre, ce que ça inclut pour leur salut par la suite. Parce que le pillage de tombes, il y a énormément de dieux qui vont les approuver, et d'autres qui vont l'encourager, bien évidemment. Et enfin, une fois que la dernière tombe est atteinte, il y a la possibilité de récupérer la fameuse épée tueuse de dragon, qui est plantée dans le crâne de justement sa dernière victime, le dragon de taille TG qui avait jadis attaqué la région. Quand on trouve cette épée donc, qui est plantée dans le crâne d'un dragon, en fait, et qu'on essaie de s'en approcher pour s'en emparer, il y a le monstre le plus dangereux des lieux qui va la défendre jusqu'à la mort ou jusqu'à ce que les PJ renoncent à leur butin, un tracker invisible. Alors là, faut pas mal interpréter ce qui est marqué avec un tracker invisible apparaît. La traduction est mal faite. En gros, c'est un tracker invisible se pointe et attaque, mais il n'apparaît pas. Le principe du tracker invisible, c'est qu'il est invisible. Hein. Donc oui, il y a une petite coquille dans le bouquin. Concrètement parlant, quand les PJ s'approchent, quelque chose les frappe, ils ne savent pas ce que c'est s'ils n'ont pas la faculté de voir l'invisible. Alors il y a tout un tas de solutions pour révéler une créature invisible, la plus pragmatique consistant à lui jeter par exemple sa cape au visage, mais toujours est-il que cette bête est immunisée à plein de trucs. Elle ne peut pas être agrippée, empoisonnée, entravée. Elle trouvera sa proie peu importe où elle est. Elle vole, elle est forte et résistante. C'est une véritable saloperie. On est tout le temps handicapé pour la combattre. Ça, là, c'est un combat qui peut vraiment être éprouvant pour l'équipe. D'autant plus que, en mettant des coups à l'aveugle dans une salle, il y a plus de chances de dégommer son petit camarade, puisqu'on est dans une catacombe et que la salle est étroite, que de dégommer un monstre ou que l'on n'arrive pas à localiser. C'est un combat qui peut être déroutant et qui peut être très intéressant à jouer. À mon sens en tout cas. Une fois le combat terminé, par contre, le groupe récupère le trésor qui sera l'arme ultime pour terrasser donc le dragon blanc, donc à savoir l'épée tueuse de dragon. À noter également qu'avant il récupère le collier à boule de feu. Un collier à boule de feu pour attaquer du dragon, c'est pas mal aussi. Hein. Ça marche bien. Le collier à boule de feu, ça marche sur pas mal de trucs en fait. En vérité, c'est plutôt universel comme solution. Là, tu te retrouves avec une arme très efficace, très facilement. Et des aventuriers qui ne seraient pas attentifs risquent de se balancer la première boule de feu directement sur la tronche avant de comprendre qu'une boule de feu, ça tape tout ce qui est dans la zone. Ou alors, ils vont le faire de manière parfaitement volontaire, auquel cas, tu fais avec le niveau de réflexion de ta table, parfois c'est pas ouf.
Et donc là, avec toutes les vidéos qui sont faites et qui vont donc sortir sur YouTube au fur et à mesure que je vais réussir à les nettoyer au niveau du son, tout ça, on va pouvoir avoir toute l'aventure de base, c'est-à-dire toutes les quêtes qui sont proposées par le village de Phandalin. À savoir, donc, et ça c'est vraiment le point à retenir, hein, à chaque fois que les personnages changent de zone, faire le test pour savoir où se situe le dragon et vérifier qu'il ne se pointe pas pour mettre la pagaille là où les PJ arrivent. Ça peut être aussi intéressant de se servir de ça pour quand les PJ arrivent quelque part, qu'il y ait des traces du passage du dragon, bien évidemment. Une fois que tout ça déjà, donc toute la partie qui va être plus ou moins imposée par la campagne est prête de votre côté, les 3 scénarios de base et les 6 scénarios additionnels, il va se poser la question donc des quêtes annexes et il va se poser la question de la confrontation finale. Donc les quêtes annexes, ça va être ce que je vais faire en dernier. Je vais d'abord faire la confrontation finale avec le dragon et il y aura aussi la préparation des quêtes annexes, comment les amener, pourquoi les amener, en sachant qu'il y en a certaines en fait qui peuvent surgir de manière impromptue. Je pense notamment au Cercle du Tonnerre en fait, qui est un lieu sur lequel les PJ peuvent arriver alors par accident et donc il vaut mieux contrôler cet accident en termes de quand est-ce que les PJ y arrivent, parce que c'est un endroit où ils peuvent mourir bêtement et ce serait quand même dommage. Après, il y avait ce système de rumeurs. Il faut pas oublier que plus les PJ vont faire des allers-retours, justement, quand ils accomplissent des quêtes, ils vont peut-être aller à la taverne, parler de ce qui s'est passé, ils vont peut-être rencontrer les autres commerçants du village dans la taverne, qui vont dire « Ah ouais, donc du coup, il y avait ça. Ah, mais si vous avez ça, moi, ça me fait penser. » Et c'est justement à ce moment-là qu'on sort les rumeurs, au fur et à mesure. Et peut-être qu'en entendant ces rumeurs, ils vont te dire bon, bah écoute, là, nous, les annonces qui sont sur le panneau, c'est sympa, mais en fait, je voudrais aller à, par exemple, au phare parce qu'on m'a dit qu'il y avait un problème avec le phare sur la côte. On pense que ça pourrait être un endroit intéressant à aller voir, d'autant plus qu'un phare, ça peut être, c'est un lieu qui est perché en hauteur et tout, ça peut peut-être intéresser un dragon, si ça se trouve il sera là-haut. Potentiellement, ils vont d'eux-mêmes déclencher les quêtes annexes. Et c'est pour ça en fait que je vais faire une vidéo spéciale sur comment amener les quêtes annexes, parce qu'en fait, on ne les amène pas forcément, ça peut tout à fait être les PJ eux-mêmes qui vont déclencher les quêtes annexes. Donc la prochaine fois, je vais faire le combat final contre le dragon, mais avant ça, je voudrais revenir sur les objets qui sont trouvés dans le tumulus du dragon, parce qu'en fait il y a 2 trucs qui vont probablement être réexploitables si une fois que tu as fini la campagne d'introduction, tu souhaites la poursuivre mais avec tes propres scénarios. Le destrier squelettique et les pétueuses de dragon vont être des objets qui vont vraiment dénoter dans le paysage. Le destrier squelettique, en fait, de base, tout le monde voit qu'il y a un personnage qui chevauche un cheval mort. Ça peut provoquer de l'effroi, ça peut provoquer des réactions qui vont vraiment être extrêmes, mais ça peut servir, comme je le disais tout à l'heure, d'éléments déclencheurs de quêtes très intéressantes si on se retrouve avec un paladin qui veut ramener l'âme de ce cheval sur le monde terrestre. Ça peut être si justement il y en a un qui se dit ouais mais en fait si le cheval mort est encore là c'est qu'il n'a pas fini sa destinée, aller lire les livres pour trouver quelle était la dernière quête de ce cheval et peut-être qu'il a perdu son maître à la bataille. On peut inventer toute une histoire autour de ce cheval et créer une quête à partir d'un destrier squelettique qui peut être marrante, soit en quête divine pour un paladin, un rôdeur, un druide, que sais-je, soit en quête de salut pour ce fier destrier qui mérite un repos après des siècles de service. Donc ça c'est le premier truc. Et enfin il y a les pétueuses de dragon. Une arme qui a la faculté incroyable de mettre dans la mouise les dragons. Ça peut attirer 2 types de personnes. D'autres gens qui ont des problèmes avec des dragons et qui voudraient soit s'accaparer l'épée, soit que leur propriétaire en fasse usage sur le dragon qui pose problème, mais ça peut également attirer d'autres dragons. Et c'est une arme qui peut par conséquent, ne serait-ce que la porter dans certains territoires de Donjons et Dragons, ça peut être une arme qui en fait met une énorme cible dans le dos des personnages, car il ne faut pas oublier un détail qui est extrêmement important si jamais vous souhaitez continuer l'aventure après ça. Là, le dragon qui est là, il est tout pourri, c'est un jeune dragon. Les dragons adultes, ça se métamorphose, ça utilise la magie, ça a fait des plans sur plusieurs siècles, plusieurs millénaires. Une petite épine comme ça dans leurs pieds avec un groupe qui gagne en puissance et qui a une arme à même de le mettre à mal, ça peut créer un nouvel antagoniste bien plus redoutable, notamment si c'est un dragon bénéfique qui a peur
que votre groupe d'aventuriers vienne l'attaquer et en fait qui va agir de façon préventive parce qu'il va, non pas parce qu'il est mal intentionné, mais parce qu'en fait il craint pour sa vie avec ces tueurs de dragons qui s'approchent de ces terres. Et donc en fait c'est pour ça que ces deux objets peuvent être intéressants, c'est qu'ils peuvent déclencher des quêtes ultérieures. Au passage, je tiens à préciser que le pillage des tombes, ça peut être très mal vu et il est possible que vos PJ fassent aussi le choix de voilà, on a pris les objets magiques dans le tumulus pour aller mettre fin à la menace du dragon. Maintenant que le dragon a été terrassé, nous les remettons dans la tombe et on va expliquer au clergé tout ça, ce qu'on a fait, comment on l'a fait et pourquoi on l'a fait. Et ça peut aussi leur créer un nouvel élan de réputation de héros vraiment jusqu'au boutiste qui préfèrent renoncer à un trésor facile pour pouvoir laisser le repos aux autres. Et si jamais vos PJ venaient à mourir, peut-être qu'ils recevraient un traitement héroïque grâce à ce genre de comportement. Faut vraiment tenir compte en gros du comportement que vont avoir les PJ pour la manière dont ils vont être traités par les PNJ. Des pilleurs de tombes égoïstes, égocentriques, qui n'ont strictement aucun respect pour les héros du passé. Or certes, ils vont être acclamés par la foule quand ils vont passer, mais par contre le souvenir qu'ils vont laisser, ça va quand même être le souvenir, désolé, mais de bons gros enfoirés qui ont montré aucun scrupule. On va peut-être ternir leur réputation et autres, et peut-être qu'ils vont à un moment donné réfléchir à ça et se dire ah ouais, faudrait peut-être qu'on change notre comportement en fait. Si vous visez des campagnes longues, donc allez jusqu'au niveau 10-12, en fait là c'est leur première aventure, c'est là où ils vont faire leurs premiers choix qui vont être déterminants sur la création de leur légende. Il est possible qu'ils se créent une légende, une geste héroïque incroyable, ou au contraire qu'ils commencent dès le départ à accumuler une réputation désastreuse parce qu'ils vont être égoïstes, parce qu'ils vont être cupides, parce qu'ils vont pas penser à ah ouais mais en fait ce qu'on fait c'est pas très moral. Ou alors parce qu'ils vont se montrer trop brutaux, trop cruels. Voilà, si à chaque fois qu'il y a des créatures qui s'enfuient, ils les poursuivent, ils les traquent, ils les massacrent dans les bois sans aucune pitié et tout, ils vont aussi commencer à se créer une réputation. Faut pas oublier, là on nous présente dans la campagne des orques qui sont systématiquement violents et qui n'ont pas d'autre projet que de massacrer tous ceux qui croisent leur chemin. Mais par contre, une fois qu'ils sont libérés de l'emprise des anachorètes, les orques ça reste des créatures intelligentes. Les créatures intelligentes communiquent entre elles. Ils vont peut-être dire oui, alors il y a ces aventuriers là qui ont traversé nos terres, qui ont massacré tous nos frères, c'est des monstres, ils ont brûlé notre village. Enfin voilà, ça peut être aussi en fait ce point de départ, ça peut être l'occasion de réfléchir à comment se créer la légende d'un groupe de héros. Moi c'est comme ça que je le vois. C'est vraiment un bon matériel pour tisser autour des personnages et je vous encourage vivement à réfléchir aux conséquences des actions de vos joueurs et joueuses de la manière la plus juste possible. L'objectif, c'est ni de les récompenser, ni de les punir, mais juste de se dire, voilà, dans mon univers, tel acte est bien vu, tel acte est mal vu, ils ont fait ça, 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 donc ils vont être jugés comme ça ou comme ça. Ça peut être extrêmement intéressant, justement, puisque là, tout est préparé, entre deux parties, de se prendre des notes en se disant, ah oui, ils ont fait ça, je le relie à tel PNJ, je le note, ça je vous l'expliquerai en fait. Je vous ferai des rapports une fois que j'aurai commencé la campagne, que je commence vendredi donc ça va être rapide, de vous dire moi ce que je garde en note par rapport à ce qui a été fait par les PJ. Voilà, tout simplement. Ça va être tout pour aujourd'hui.